L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Bonsoir et bienvenue à une autre émission dans le cadre de la série Les Entrepreneurs. Ce soir, la deuxième émission avec Michel Anger, ex-maire de Shawinigan, où on va parler des 3 derniers de ses mandats à titre de maire, mais aussi de ses projets d'avenir. Nous sommes toujours avec Michel Anger, politicien entrepreneur. Oui. Je pense que, personnellement, je te vois plus comme un entrepreneur que comme politicien. Tu as pris en main la ville dans un moment où vraiment il y avait des difficultés quand même importantes, majeures, puis tu as réussi là, au niveau de tes différents mandats à vraiment donner un souffle nouveau à notre ville, à Shawinigan. Lors de la première émission, on a terminé avec le référendum au niveau de l'eau et tout ça. Mais là, l'autre gros dossier que tu as eu, lors de ton premier mandat, c'est RIMA, l'entreprise brésilienne qui devait s'établir à quelque part à Saint-Georges-de-Champlain et qui était vraiment prometteur. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Bien, d'abord, effectivement, je suis arrivé dans un moment où l'économie de la ville de Shawinigan était à son déclin. Et c'est pas parce que Mme Landry, qui était la mairesse à ce moment-là, n'avait pas fait des efforts importants. Elle avait fait vraiment tout ce qu'elle pouvait. Alors, moi, ma ligne a toujours été une chose. On ne critique jamais ceux qui ont été là. Puis bien au contraire, Mme Landry aura réussi à faire de magnifiques choses. Mais l'économie, par la force des choses, par la fermeture des entreprises. Donc, on était dans un modèle un peu où il y avait des opportunités. On avait une entreprise qui s'appelait RIMA à ce moment-là, qui souhaitait faire l'acquisition d'un grand terrain du côté de Shawinigan pour produire du carbure de silice, une entreprise brésilienne. Et on a eu plusieurs rencontres avec eux et ça s'enlignait de la bonne façon. Mais le terrain pour lequel ils souhaitaient avoir il y avait quelques résidences qui étaient là à ce moment-là. Il fallait qu'il y ait une expropriation. Il y avait des expropriations qui ont été faites. Qui ont coûté quand même 5 quelques millions de dollars à la ville. Bon, je pense que toutes les personnes qui ont été relocalisées, parce qu'on s'entend que c'était un endroit qui était assez éloigné, qui ont toutes été reclassées pour la très grande majorité, ont même amélioré leur situation. On a fait l'acquisition de ce terrain-là. Et à la dernière minute, quand on a voulu signer le contrat, et on était même allé là-bas, au Brésil, pour aller signer le contrat avec le président de la compagnie, alors il nous apprend à ce moment-là qu'il n'y aurait pas de signature de contrat, que finalement, ils vont s'en aller du côté des États-Unis. Alors là, on s'est posé la question, est-ce qu'on a servi de l'heure, est-ce qu'on a servi d'appât pour faire en sorte que les Américains arrivent avec des subventions immenses, et c'est ce qui est arrivé, des subventions immenses, que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada n'ont pas été en mesure de pouvoir accoter à ce moment-là. Donc, RIMA a choisi un État américain pour aller s'établir. Comment cette entreprise-là a su qu'il aurait pu avoir une opportunité avec la ville de Shawinigan? C'est-tu via de la prospection que vous aviez fait? C'est souvent Investissement Québec. Investissement Québec. Donc des entrepreneurs nationaux cognent là, puis bon... cherche un endroit où... Mais tout le monde savait que Shawinigan était en déclin industriel à ce moment-là. Donc, le gouvernement, l'Investissement Québec, ont orienté vers notre service de développement économique. On a commencé à travailler là-dessus, puis tout ça. Bon, je dirais que, sans trop d'expérience à ce moment-là, on a fait un choix. On a fait un choix d'expropriation parce que ça pressait. Mais il n'y avait rien de véritablement bien attaché. Ce n'était que des promesses. Bon, on était... le service de développement économique était à la recherche absolument
de coups d'éclat, de coups de circuit potentiels. Bon, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais voulu avoir des signatures. On a eu des signatures. Mais quand on a dit au président, bien, écoutez, vous avez une signature d'un contrat, etc., bien, il dit, essayez de nous poursuivre. Vous allez voir qu'au Brésil, vous allez voir que ça ne se passe pas de la même façon. Donc, on avait vérifié avec notre contentieux et ça aurait coûté une fortune de les poursuivre avec probablement peu de succès. Donc, on s'est retrouvé avec un terrain à payer, des gens expropriés. Puis, c'est ça. Alors, encore aujourd'hui, il y a des perspectives sur ce terrain-là. Il y a eu plusieurs démarches. Là, présentement, il est presque réservé en totalité. Bon, il y a Test Canada qui veut s'installer là. Il y a Lightning Energy qui est là. Il y a d'autres projets également aussi. C'est un 20 millions de pieds carrés. Alors, il y a des belles opportunités à ce moment-là, mais Wirima, on l'a échappé à ce moment-là. C'était une opportunité qui représentait l'embauche de combien de personnes? Plusieurs centaines de personnes à ce moment-là. J'ai visité personnellement les usines de carbure de silice avec même celui qui devait venir s'installer comme directeur général de la ville. Alors, c'était un scénario bien monté, mais les Américains, dès ce moment-là, ont été très interventionnistes et ont mis des sommes d'argent que les Brésiliens n'ont pas pu résister à ce moment-là. Oui. Alors donc, Wirima, c'était bienvenue dans le club, Michel. Puis, tant qu'à dire bienvenue dans le club, après ça, il y a eu toute l'épopée Lac à la Tortue. Oui. Ça, c'était un autre... ça n'a pas été évident pour la ville non plus, gérer mais je suis content qu'on puisse s'en parler parce que... Bon, le Lac à la Tortue, en même temps qu'on faisait les deux usines d'eau potable, on a travaillé sur le dossier d'assainissement des eaux du Lac à la Tortue qui avait déjà été offert à la petite municipalité du Lac à la Tortue avant les fusions. Ils ont refusé. Donc, on a eu une opportunité de faire ça. On a fait une étude sur le lac. Et l'étude a confirmé, hors de tout doute, qu'il y avait une contamination importante provenant des fosses septiques des résidents autour du lac. À ce moment-là, il y avait 82 des fosses septiques qui étaient non conformes, à changer. Donc, on avait le choix. Ou on demandait à tout le monde, à un prix de 20-25 000 chacune, de changer le fosse septique, et il y en a qui n'avaient pas d'eau, ou de travailler sur un projet d'assainissement des eaux du Lac à la Tortue, des résidents du Lac à la Tortue. Qui était accompagné par une possibilité de subvention. Oui, alors on était à 66 on a monté à 83 Malheureusement, les évaluations qui avaient été faites au préalable pour faire la demande de subvention par une firme régionale que je nommerai pas, ont été très, très fortement biaisées. À un point tel qu'à la fin des travaux, il y a eu 1000 directives de changement pour un dossier quand tu as quand même assez... la nappe phréatique était très élevée, mais on a quand même réussi à faire le projet qui était à l'origine à hauteur de 42 millions, qui est à 52,5 millions aujourd'hui, puis peut-être un potentiel là, selon la poursuite qui va être là, mais c'est des travaux qui ont été réellement faits. Alors, si on considère qu'une subvention qui était à 83 et que tout ce qui est résiduel est payé à 100 par les résidents, par les citoyens, on peut se retrouver avec une subvention de 50 Mais pour une taxe d'amélioration locale, c'est le seul endroit en Shawinigan, puis probablement au Québec, où il y a une subvention pour l'installation de systèmes d'eau et d'égouts. Donc, ces gens-là sont déjà privilégiés de pouvoir l'avoir. Et aujourd'hui, demander à un seul citoyen du Lac à la Tortue s'il souhaiterait revenir à la fosse septique, personne ne veut faire ça. De toute façon, la route a été refaite en asphalte neuf, tout a été fait, tout est bien fait. La valeur des maisons a augmenté. Et bon, c'est sûr que quand on fait un rôle d'évaluation, puis que dans ce coin-là, ça augmente plus que le 64 qu'on a eu dernièrement, il paye un peu plus cher de taxes. Mais à ce que je sache, il n'y a pas personne qui a vendu sa maison 100 000 de plus puis qui est venu m'amener un chèque de 10 000 à l'hôtel de ville en me disant « ça, c'est pour le prochain propriétaire, là, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'argent avec ça. » Les gens mettent de l'argent dans leur poche, c'est tout à fait correct. Et après ça, bien, on passe à autre chose. C'est des moments dans la vie d'un politicien, pas toujours facile, mais ça m'amène à te parler ou à te demander comment tu vois ça, toi, l'aspect où c'est toujours le plus bas soumissionnaire qui, à un moment donné, va obtenir des mandats à cette hauteur-là? Ce n'est pas des mandats de 200 000, là. On parle de plusieurs millions. Là. Moi, je suis totalement en désaccord avec la ligne du plus bas soumissionnaire conforme. En Europe, en particulier, bon, je suis allé en France à plusieurs endroits, on enlève souvent le plus haut, le plus bas. Puis on regarde une marge de manœuvre entre les deux. Donc, on regarde sur l'expertise des gens, la qualité du travail qui aura été fait
Et on a du monde à l'interne qui sont capables aussi de faire une bonne évaluation. Bon, le plus bas soumissionnaire, c'était pour éviter ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire des contrats qu'ils ont donnés à des amis ou autres, etc. Oui, mais aujourd'hui, puis en Europe, c'est suffisamment bien encadré pour nous permettre à ce moment-là d'avoir une grille de sélection où ce sera le plus bas soumissionnaire s'il est vraiment le meilleur. Mais s'il n'est pas le meilleur, on a eu quelques exemples. Donc, ça a été, entre autres, un exemple. L'entrepreneur au Lac-à-la-Tortue avait soumissionné beaucoup plus bas que ce qui avait été estimé. Et ça finit beaucoup plus haut. Alors ça, je pourrais te raconter l'histoire du boulevard des Hêtres ou autre, où il y a plusieurs dossiers où les gens vont coter, entre guillemets, très bas. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extra directives de changement qui arrivent au fur et à mesure. Et là, on se retrouve avec une facture plus élevée que ce qu'on a. Puis que ces entreprises-là, on n'ira pas trop loin non plus là-dedans, mais qui ont des équipes de contentieux qui vont gérer justement toutes ces situations-là. Exact. Après, justement, être entré puis avoir eu le mandat comme tel. C'est pas toujours simple. Oui. Alors ça, c'est le premier mandat, c'était les gros dossiers que tu as eu à traiter. C'est un beau mandat. Oui. Le deuxième mandat, peut-être un petit peu plus positif, là, il y a eu nécessairement le DGA. Oui. Le DGA, où là, vraiment, c'est la renaissance de cette fameuse bâtisse-là qui dormait depuis des années, là. Il ne se passait plus rien dans cette bâtisse-là. Là. Non. D'abord, au premier mandat, on a mis en place la communauté entrepreneuriale de Shawinigan. Donc, on a mis l'ensemble des acteurs socio-économiques autour d'une table. Tous nos entrepreneurs étaient là, tous nos gens, tous les ministères, puis on s'est créé un comité de diversification économique. Et on a commencé à travailler à cette culture entrepreneuriale-là. Et c'est là qu'on a pris l'ancienne Wabasso, qui était désaffectée depuis 30 ans, et qu'on l'a converti en un centre d'entrepreneuriat. Un petit peu le modèle que j'ai vu en Belgique, mais qui pouvait s'appliquer à plus grande échelle. On s'entend qu'on avait 200 000 pieds carrés. C'était toute une bâtisse. Donc, on a un premier étage qui a été... et là, on donnait une formation sur le démarrage d'entreprise. On donnait une formation également pour des entrepreneurs. Il y avait des partenaires, qui montaient un plan d'affaires, la commission scolaire. Donc, on avait tout un modèle et ça fonctionnait. Lors d'une... J'ai été invité par une entreprise de chez nous qui s'appelait Alchemic Dream pour aller au Japon, pour aller accompagner. On rencontrait les gens du Canada au Japon. Puis, c'était dans le divertissement numérique. Puis, l'entreprise, avec Philippe Nadeau à sa tête, m'avait invité à y aller là-bas. J'étais là. Et j'ai vu toute une opportunité de dire, bien, est-ce que c'est possible qu'on puisse faire ça en haut du centre d'entrepreneuriat? Et à mon retour, j'ai demandé à Philippe de nous faire un rapport comme tel, sur une étude de marché sur la possibilité d'installer du divertissement numérique, parce que c'était très à la mode à ce moment-là, on parle de 2013-2014, très à la mode à ce moment-là. Et ils nous ont produit un rapport qui dit oui, c'était possible. Alors, Philippe a même vendu son entreprise. Il y avait 300 employés à travers le monde, a vendu son entreprise pour être directeur général du DGA, qui rayonne partout à travers le Québec, en Europe, un peu partout. Donc, vraiment, ça a été vraiment important pour nous. Puis le DGA a été un modèle au Québec où là, il y a eu plusieurs délégations qui sont venues visiter, vous rencontrer. Oui, je pense que la moitié des villes du Québec sont venues nous rencontrer sur le modèle entrepreneurial, puis le modèle numérique également, puis tout ça. Oui. Puis ça s'inscrivait aussi dans justement le renouveau là, que tu voulais implanter justement pour un peu combler les pertes importantes qu'on avait eues avec les fermetures d'usines et tout. Je vois le temps passer, puis je vais être sûr de parler aussi du troisième mandat puis du quatrième mandat. Dans le troisième mandat, bien, il y aura toujours l'usine d'eau qui va toujours être là de façon prédominante là, dans tes préoccupations. Mais il y a eu aussi l'usine qui était prometteuse, là, l'usine de motoneige électrique aussi. Taïga. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, un autre projet qui aurait pu être intéressant, mais pour toutes sortes de raisons, le contexte économique ou... tu sais, comment tu vis ça, ces déceptions-là? Ça crée des attentes. Oui, là. ça n'a pas été d'attente. On s'était donné un créneau de diversification qui était l'électrification des transports. On en avait plusieurs qui étaient à Shawinigan, des belles entreprises, et on a incubé 3 ingénieurs au centre d'entrepreneuriat, justement, 3 jeunes qui ont conçu une motoneige électrique. Et par la suite, leur prototype
fonctionnait très bien. On l'a essayé dans les environs. Ouais. Puis il y avait une petite usine de production à Montréal pour parfaire leur... et là, bien, il était parti pour la gloire. Donc, on avait vu Tesla avec les voitures électriques, puis on voyait exactement Taiga partir à la conquête du monde avec et les motomarines et les motoneiges à ce moment-là. Un concept qui était là. Le gouvernement du Québec a investi là-dedans et pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas pu aboutir. Ça a été racheté et moi, je sais pertinemment que le modèle Taiga va... réapparaître un petit moment donné quelque part, mais on avait quand même une usine où 300 employés devaient travailler, il y avait même réservé le terrain, tout était là. Ça a été une grande déception parce que c'était exactement dans notre créneau de diversification. Moi, le projet que je vais retenir, pendant toute ta carrière, il y a eu des choses vraiment importantes, intéressantes que tu as mis en place, mais moi, le projet que je vais toujours garder en tête, moi, c'est la marina. Ah ouais. Là, cet environnement-là, puis on aurait pu encore développer d'autres idées. D'ailleurs, tu en avais d'autres, là. C'est sûr que l'engagement financier est quand même important, mais moi, c'est tellement de belle réussite, là, à mon avis, là. Ça, quand j'avais vu la Belgo et la situation actuelle du terrain à décontaminer pour la Belgo, j'y ai vu l'opportunité à ce moment-là d'acheter Produits forestiers résolus, donc l'usine Laurentide. J'avais déjà convenu avec une entreprise qui est Nemaska Lithium, que j'étais allé chercher à Québec, d'une rencontre à Québec, puis eux étaient intéressés par les bâtiments. Donc, on a demandé à Produits forestiers résolus dans la négociation, on a acheté le terrain, acheté les bâtiments, ils décontaminaient, puis moi, je revendais les bâtiments 2 millions. OK, 2 millions pour 2 millions à Nemaska Lithium. Par contre, on a gardé tout le matériel qui était à l'intérieur. On en a vendu pour 1,5 million de dollars de vente de garage, si on veut. C'était un bon deal. Un bon deal, 1,5 million. Puis là, après ça, on a vu l'opportunité avec Julie Boulet, qui était la ministre régionale, qui était ministre du Tourisme à ce moment-là, un projet important de transformer l'endroit où il y avait, les gens de Shawinigan vont se rappeler, des pitounes, des montagnes de pitounes, d'enlever ça, parce que je rêvais d'une marina. J'avais déjà regardé aux côtés du nouveau pont récent, là, des piles. Le nouveau pont récent, on avait presque canné le projet, mais quand j'ai vu cette opportunité-là, on a changé de place, on a fait un peu de décontamination, et sur un projet de 15 millions, le fédéral m'a donné 5 millions, le provincial 5 millions, nous on a mis à peu près 6 millions en temps, et on a transformé le site en parc des papetiers, et un projet de condo qui va voir le jour tout juste en haut dans le stationnement. Et il y a d'autres entrepreneurs, au moment où on se parle présentement, qui sont en train de regarder pour les bâtiments, transformation, hôtels, tout ça. Alors, dans les prochaines années, ça va être un des endroits les plus prisés en Mauricie. C'est plein. C'est plein. Toujours plein. Tout le temps. Le restaurant, la marina, il y a une vie incroyable. Ça, c'est lors de ton 3e mandat, puis de ton dernier mandat. Toujours l'usine d'eau, on a assez parlé. Je pense que les gens comprennent que ce projet-là est toujours pas évident, là. Mais le projet, là, tu nous parlais un petit peu tantôt, TES, là, les éoliennes et tout ça, puis tu sais, là, il y a comme un mouvement, tu sais, un peu contre ça, puis on peut comprendre, là, tu sais, ça prend l'opinion, tu sais, mais en même temps, c'est tellement un gros projet pour nous autres, là. Si je reviens rapidement pour l'eau potable, ce que je trouve malheureux là-dedans, c'est qu'il y a des entreprises milliardaires qui ont fait des erreurs importantes. Bon, les procès vont corriger ces situations, mais je trouve quand même dommage que, comme si c'était la ville de Shawinigan qui avait fait des erreurs là-dedans. Moi, je vais toujours le nier. Test Canada. Écoutez, un peu partout à travers le monde, on parle de transition énergétique. On est à la vallée de la transition énergétique. Il y a des projets d'éoliennes, il y en a partout à travers le monde. Et nous, on arrive avec un projet où on va faire un électrolyseur, on va faire de l'hydrogène vert pour décarboner une partie du Québec avec des éoliennes. Et là, il y a tout un mouvement de contestation que j'avoue honnêtement que je ne comprends pas. OK? Parce que le territoire est immense, les endroits sont là, les redevances sont fort intéressantes. Ça aura permis à une des MRC les plus pauvres du Québec
de pouvoir bénéficier de plusieurs millions de dollars en termes de développement. Bien, un petit groupe s'est mis de la partie, et a réussi à contaminer. C'est mal compris, c'est mal informé, c'est... Bien, je dirais, c'est mal compris, mais il n'y a pas personne aujourd'hui qui peut faire contester le fait que ça va prendre des panneaux solaires et de l'éolienne éventuellement dans le projet de 200 milliards de dollars du gouvernement du Québec. Et en plus que la consommation va augmenter. Va augmenter aussi. Donc, tout le monde sait qu'on s'en va dans cette direction-là. Alors, on était contre les éoliennes. Après ça, on était contre la privatisation, alors que Alcan, ses barrages, il produit son électricité depuis 100 ans au Saguenay. Il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui produisent leur propre électricité. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Puis après ça, briser un paysage, briser ci, briser ça. Donc, les propriétaires terriens sont d'accord. Une partie de la population n'est pas d'accord. Les élus ne se sont pas nécessairement prononcés beaucoup là-dessus. Un projet de 4 milliards de dollars privés. 4 milliards de dollars privés. Ouais. Et comme ville, comme région, moi, j'ai d'autres collègues à travers le Québec qui m'appellent. Hey, si vous ne le voulez pas, amenez-le ici. Oui. Partout au Québec, on le veut. Et nous, on a cette opportunité-là. Ouais. Et tout d'un coup, il y a un groupe qui dit non. Je me demande, moi, la transition énergétique, pourquoi j'ai dit oui à ça? Moi, j'ai une vie bien remplie, puis financièrement correcte. Mais j'ai des enfants, des petits-enfants. Ouais. Et la transition énergétique, c'est pour ces gens-là. Et si les politiciens des années 70, pas M. Lévesque, mais M. Bourassa en tête, n'avaient pas fait les barrages de la baie James, de la Grande, tout ça, aujourd'hui, on se targue d'être la province au monde qui produit de l'électricité verte à 98-99 %. On en bénéficie, nous, aujourd'hui, parce qu'il y a des politiciens qui ont eu le courage de prendre des décisions à cette époque-là, et que nous, on a cette opportunité de travailler à la transition énergétique, puis on dit non. On verra. Il y a encore du travail à faire pour... Mais je suis confiant. Je suis confiant. Oui. Puis là, on est rendu pas mal à la fin de notre rencontre. Parle de toi maintenant, plus personnellement. Tu sais, le politicien fait beaucoup de sacrifices. Moi, je connais très bien ta conjointe. Je sais jusqu'à quel point c'est demandant aussi pour la famille. Tu as beaucoup sacrifié à ce niveau-là. Tu l'as déjà dit. Comment tu vois ça aujourd'hui, tout compter, tout ce temps-là passé? Tu as des regrets? Non, je n'ai pas de regrets. C'était un passage obligé dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'avais comme rêve de changer un petit morceau de société. De façon très anodine de vouloir le faire. Ouais. Je n'ai pas cette prétention d'avoir changé un petit morceau de société, mais d'y avoir contribué minimalement. Et ça prend un sacrifice pour être en mesure de pouvoir le faire. J'ai eu une conjointe qui a été extrêmement compréhensive, des enfants, des petits-enfants. Et là, rendu à 66 ans aujourd'hui, il est temps maintenant de redonner à ma famille, à ceux qui m'ont entouré, mais surtout récupérer ma vie. Parce que ma vie, elle était donnée entièrement à la communauté. C'est 7 jours sur 7. 24 heures, je dormais quand même au travers de ça. Je me suis toujours permis ça. Mais j'étais connecté. Je n'ai jamais pris de vacances en 16 ans où je n'étais pas connecté tous les jours à la municipalité, à la ville, continuellement connecté. Puis la représentation, j'ai créé, je le dis à la blague, j'ai créé un monstre. Moi, je voulais être partout, aller saluer les gens, les mondes communautaires, le centre d'action bénévole, partout. Et les gens se sont dit, nous, la maire est toujours là, on veut y... Alors, les gens changeaient même les conférences de presse pour que j'y sois, les rencontres le soir, les fins de semaine qui choisissaient des activités pour être sûr que je pourrais aller les voir. J'ai couvert tout ce qui était possible de faire. Je suis content de l'avoir fait. J'ai été connecté avec ma population aussi. Ils me l'ont rendu. On va s'entendre, quand j'ai quitté il y a quelques semaines, ils me l'ont rendu grandement de toutes sortes de façons. Ouais. Alors, j'ai le sentiment du devoir accompli et je peux partir. J'ai parti d'Hôtel de Ville la tête haute et avec le sentiment d'y avoir contribué à ma façon, mais très certainement.
On n'a pas parlé aussi de ton implication à l'Union des municipalités du Québec, Énercic. Moi, ça que tu nous en parles un petit peu. À l'Union des municipalités, là. Je me suis installé dès le début de mon mandat, du premier mandat. J'ai présidé la commission sur la sécurité publique du Québec. J'ai présidé également la commission sur la transformation numérique du Québec avec les villes intelligentes ou autres. Donc, j'étais un membre très, très, très actif de l'Union des municipalités. Je n'ai jamais accepté de monter jusqu'à la présidence, bien qu'on me l'ait offert, parce que le travail à la ville de Shawinigan était trop intense et je voulais me concentrer. Oui, pour les commissions à l'UMQ, mais me concentrer là. Donc, c'était un engagement. Et en même temps, j'étais aussi chez Énercic, qui est à la Régie de gestion des matières résiduelles, où on a transformé, pendant les 8 ans que j'étais à la présidence, tout le champ gazier. On est allé en Europe pour aller rapatrier une usine. On a fait plein de choses et aujourd'hui, on a un des plus beaux complexes environnementaux du Québec. Oui, parce que quand tu es arrivé encore là, dans ce dossier-là, c'était pas évident non plus. Là. Il y avait l'histoire là, de... mon Dieu, les... comment dire? Savoura, les tomates Savoura. Oui, c'est ça. Oui. Fait que c'était pas évident, là. On fournissait 10 millions de mètres cubes de gaz à Savoura, puis ça nous coûtait 200 à 300 000 $ par année. Alors, j'ai racheté le contrat. On a gardé notre gaz. On a trouvé en Europe une machine qui raffinait le biogaz. On fait 1 million de $ par année aujourd'hui. Et on est en train de construire l'usine de biométhanisation. Les bacs bruns sont maintenant un peu partout. Oui. Alors, on va transformer la matière compostable. On va faire du gaz avec, on va donner du compost aux citoyens, puis on va aussi rejoindre les orientations du gouvernement du Québec sur ce qui vient de la Terre doit retourner à la Terre, avec des gains, encore une fois, d'autour d'1 million pour la vente de biogaz. Winston Churchill, il disait, si tu cherches la reconnaissance, achète-toi plutôt un chien que de te lancer en politique. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense qu'il a raison. Il a raison. On oublie rapidement tout ce que les gens peuvent réaliser, faire. C'est à la mode pour certains médias de toujours tenter de prendre en défaut des politiciens. Il n'y a pas un matin que je suis parti en me disant de quelle façon je pourrais arnaquer ma population. De quelle façon je pourrais... Jamais. On part toujours avec l'intention de faire le mieux possible avec l'environnement dans lequel on y travaille. Mais souvent, les bonnes nouvelles, ça fait pas des nouvelles. Des mauvaises nouvelles... Non, c'est pas vendeur. Je dis souvent à la blague, une conférence de presse où il n'y a pas personne, cette valeur. Si on s'était enfargé dans les escaliers puis il y aurait eu du sang un peu, là, probablement qu'on aurait eu du monde. Alors, c'est juste pour vous dire que il se passe de magnifiques choses dans le monde politique, des gens dédiés, engagés sur toute la ligne. Est-ce qu'on a toujours la reconnaissance? Je l'ai eu, la reconnaissance. Je peux pas dire que je ne l'ai pas eu, la reconnaissance, mais... élu 4 fois, majoritairement 4 fois, oui, mais il reste qu'on a toujours avoir des citoyens qui, par tous les moyens, voudraient nous voir débouler en bas des escaliers. Tout à fait. On est rendu à la fin. Il y a quelque chose que je veux quand même souligner, c'est que tu as toujours été un modèle aussi. Tu as toujours été un gars en forme. Tu as pris soin de toi malgré tout, malgré toutes tes obligations, tes occupations. Tu as été un modèle aussi comme citoyen engagé aussi via avec, mon Dieu, là, j'oublie, dans le Parc national. Marie-Josée Gervais, puis le défi du parc. Absolument. Puis le défi Pierre Lavoie. Le défi Pierre Lavoie, effectivement. Donc, ça l'a créé comme un mouvement aussi pour la population. Puis ça, je t'en remercie. Je pense que tu as été un modèle pour nous. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer, Michel. Michel Anger, pour moi, tu vas toujours être monsieur le maire pour moi. Et vraiment, là, je te souhaite le meilleur pour toi maintenant. Tu es rendu à une étape dans ta vie où il faut que tu prennes soin de toi aussi, vraiment. Alors, je te souhaite le meilleur, Michel. Merci beaucoup, Claude. C'était un plaisir de partager avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à toute notre équipe qui font en sorte de nous rendre meilleurs à l'écran. Michel, tu comprends. Et merci aux gens qui nous ont écoutés encore aujourd'hui à notre émission des entrepreneurs et à la prochaine. Merci.